Bonjour Jérôme Boquet, merci de m'accorder quelques minutes à l'occasion des 11e journées hypnotiques de Biarritz où tu faisais un atelier. Tu es psychiatre dans la région de Nice C'est ça. et ton atelier parlait des régressions en âge. Peux-tu nous en dire un peu plus? Alors, il parlait de la régression en âge et il parlait en fait beaucoup de la mémoire. Je m'étais fait cette réflexion que c'était pas forcément quelque chose que j'allais moi montrer ou enseigner dans les séminaires, en particulier les séminaires initiaux, d'initiation de perfectionnement. Et intuitivement, souvent ce que je fais, je me disais finalement pourquoi je ne montre pas trop ces trucs-là. Et en y réfléchissant, c'est que finalement, toute transe hypnotique, y compris si on fait appel aux thérapies qui découlent de l'hypnose, à tout ce qui va être dans l'orienté solution, ce qui va être dans la narrative, à partir du moment où j'amène l'individu dans une situation, soit d'un souvenir de quelque chose, voire d'un lieu sécure, ou finalement dans toute transe, je fais une régression en âge de manière implicite. C'est quelque chose qui est indissociable de la transe. Donc je n'ai pas besoin de techniques spécifiques, puisque si je choisis un lieu sécure qui sera peut-être, je connais le mien, c'est le jardin de mon grand-père. Nécessairement, je vais faire appel à mes souvenirs de ce jardin, à l'âge où je fréquentais ce jardin. Et ces souvenirs, c'est une régression en âge. Oui. Ça répond à ta question. Oui, donc ce qu'en hypnose on appelle ressources, souvent c'est les apprentissages, les souvenirs, et qui dit souvenir dit forcément régression en âge. C'est complètement incontournable. Et alors l'autre élément qui est très important, dont je parle dans cet atelier-là, c'est de bien comprendre que la mémoire est un élément qui est extrêmement mouvant, changeant et plastique tout au cours de la vie. Ce qui signifie que mes souvenirs, ce que je vais là maintenant te raconter à toi, ce n'est jamais que les souvenirs que j'ai à l'instant T, et probablement ils seront très très différents de ce qui s'est réellement passé de manière objective dans ma biographie. Donc mon souvenir, qui est un souvenir autobiographique, n'est pas une photocopie de ce qui s'est passé, mais en fait c'est la réinterprétation au travers de tous mes filtres et de toutes mes représentations que je peux en faire là, ici, maintenant, dans le temps de la consultation. Oui, et c'est sur ce matériel-là que l'on travaille. Et c'est vrai qu'actuellement, toutes les études scientifiques, psychologiques, anthropologiques sur la mémoire montrent bien que la mémoire n'est pas quelque chose de fixe, que l'événement initial ensuite est reconstruit en fonction de la vie qu'on a vécue depuis. Et je cite cette expérience que tout le monde aura faite, où on retrouve un vieil ami de 25 ans qu'on a perdu de vue parce qu'on ne partage plus rien, on se retrouve et on se raconte nos moments passés ensemble, et l'ami me raconte un élément, je n'en ai aucun souvenir. Ou alors il m'en raconte un, j'en ai un souvenir très précis, qui n'est absolument pas ce qu'il me raconte. Tu me rassures parce que c'est des choses que j'ai vécues et qui m'avaient beaucoup perturbé. Et il semble que ça a rassuré beaucoup de gens lors de l'atelier. Et moi, ce que j'avais remarqué, c'est que j'avais réécrit une histoire à mon intérêt. Toujours. C'est inhérent à aller chercher dans les ressources. Voilà. Et ça, c'est un problème important, effectivement, de tous ces problèmes de faux souvenirs ou de reconstruction de souvenirs. C'est facile à induire. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, effectivement, générer du faux souvenir, tout va dépendre de la situation et de ce à quoi s'attend aussi le patient, le sujet. Les demandes de « tiens, je pense qu'il m'est arrivé tel truc, mais j'en suis pas très sûr, pourriez-vous m'aider à retrouver le souvenir ?» On sait tous que c'est un non ferme et catégorique face à cette demande, que éthiquement on va pouvoir opposer. Pourquoi ? Parce que l'individu est déjà dans un truc de suspicion, bien souvent il s'agit d'abus sexuels en particulier, et comme quelque chose de cousu de fil blanc,
Si je fais une séance dans l'idée de retrouver le souvenir qui viendra sera la représentation mentale qu'a le sujet de ce qui pense lui être arrivé au moment où il fait la demande. Donc, on va lui créer un faux souvenir d'abus. Situation très différente où, à une occasion particulière, va se manifester une émotion qui arrive de nulle part pour un individu, dans le corps. On n'est plus dans un souvenir au sens intellectualisé de la chose, c'est un vécu corporel. On discutait d'un cas d'une femme qui ressent une grande crise d'angoisse à un moment donné, et en travaillant là-dessus, lui reviennent des souvenirs au bout d'un temps dans la prise en soins thérapeutique, d'un abus sexuel vécu dans l'enfance, dans la situation similaire où l'angoisse lui est revenue au jour J. Là, on est dans un souvenir physique, corporel, des sensations, et on peut comprendre l'élément en se disant ce souvenir a été mis dans une situation de déni parce que trop violent pour pouvoir s'y confronter intellectuellement, consciemment. Au moment où elle débute un travail thérapeutique, elle a en face d'elle quelqu'un qui peut l'outiller et l'aider à faire face à ce souvenir. Et là, l'inconscient dit « Ok, je libère le souvenir qui était dans le déni, je le fais réapparaître, mais il n'apparaît pas initialement sur quelque chose d'intellectualisé. C'est vraiment dans le corps et dans la sensation. » Et l'hypnose, pour moi, et les gens qui ont pu suivre les formations que je donne, est éminemment quelque chose de corporel, et à la rigueur, la pensée n'est que très secondaire. C'est ce que j'explique en formation à propos des abréactions, en expliquant que c'est un traumatisme ancien qui a été figé, qui a été mis de côté parce que à l'époque la personne psychiquement ou physiquement n'arrivait pas à le gérer, et que simplement quand il ressurgit spontanément pendant une séance ou pendant une formation, c'est à la fois un appel à l'aide et une marque de confiance. Exactement. C'est parce que le sujet est en lien de sécurité, c'est le fameux tiers sécure dont on peut parler dans les troubles de l'attachement, que représente le thérapeute comme un individu avec lequel, ok, là je peux libérer les choses que lorsque j'étais seul, me terrorisaient. Là je suis accompagné par quelqu'un qui est solide, qui est fiable, sur lequel je peux m'appuyer. À deux, j'aurai les outils nécessaires pour m'y confronter. Justement, dans cette formation, ces journées hypnotiques, il a été beaucoup insisté sur l'importance de la ratification de ce qui se passe. Un patient dit « j'ai mal », la première chose à faire, c'est de ratifier qu'il a mal. Et ce qui s'est passé dans ces traumatismes, puisqu'on évoque c'est des syndromes de stress post-traumatique, c'est que souvent le traumatisme n'a pas été ratifié. Au contraire, il a été nié. Dans les histoires d'inceste, c'est évident. Toujours. Mais également dans des histoires parfois très simples, simplement et ça j'en parlais dans cette intervention, le syndrome de stress post-traumatique lié à un événement reconnu et estampillé socialement comme traumatique, un attentat, que sais-je, le syndrome qui se réveille là, en réalité, la plupart du temps, prend appui sur un traumatisme qui, aux yeux du thérapeute, paraît quelque chose de totalement bénin, et qui pourtant, dans la construction de l'individu, a été quelque chose de dramatique. Et en général, ce sont des situations où l'individu s'est senti seul, impuissant, peut-être en situation d'injustice. Et j'évoque comme ça le cas d'un patient qui a eu un vrai syndrome post-traumatique. À Nice, on a été touché par l'attentat de la promenade des Anglais, qui a développé un vrai syndrome post-traumatique complet suite à ça, mais qui prenait appui sur une dispute avec son père lorsqu'il était adolescent et dans lequel il s'était senti non entendu, en situation d'injustice, il était seul. Ouais, et impuissant, c'est un mot très important, menacé et impuissant. Et en hypnose, on va pouvoir modifier ça parce que le thérapeute est là et va permettre en quelque sorte de redonner cette capacité de puissance à l'individu qui va pouvoir sortir et corriger ces éléments traumatiques. Et l'intégrer dans sa mémoire, et ensuite il pourra éventuellement être... L'intégrer sur la mémoire du temps T, voilà, la consultation, sur laquelle il va pouvoir construire d'autres éléments mnésiques par la suite, et peut-être même raconter et vivre cette consultation quelques mois après, de manière très différente de ce qui s'est passé réellement. C'est vraiment l'idée aussi du temps, de la ligne du temps, où finalement nous n'existons qu'au présent, et que notre passé
c'est un truc révolu et probablement dans notre mémoire très faux. Le futur est impossible. On sait très bien que l'anxiété, c'est prendre les traumas du passé qui est déjà révolu, les envoyer sur un futur qui n'existe pas encore, donc c'est faux par définition, et c'est surtout ne pas être dans le présent. Or, l'hypnose permet de se réancrer dans le corps, de retourner dans la sensation corporelle au présent. Alors, dernière question, tu es à Nice, justement, là il y a le procès des attentats, j'ai suivi pas mal d'informations dans la presse, et j'étais assez choqué par une information qui disait, c'était il y a 6 ans, 8 ans, Enfin, 2016, me semble. 16, alors ça fait 8 ans, et il y a encore des enfants, et même des adultes qui sont en stress post-traumatique 8 ans après. Comment est-ce possible qu'il n'ait... Alors, c'est possible parce que dans ce type-là on a eu l'impuissance, cette impuissance demande réparation, mais dans le monde contemporain, dans le cadre d'attentats, cette réparation, elle est par la reconnaissance par le pouvoir judiciaire de la culpabilité du méchant, du bien fondé du gentil, et en plus, il y a aussi un enjeu pécuniaire sous-jacent, parce que du procès va découler le fait de toucher des indemnités. Et on voit ce genre de situation également dans les histoires de licenciement, de harcèlement au travail, de choses comme ça. Dès qu'il y a un enjeu qui passe médico-légal et par la loi avec un procès, on sait très bien que les gens n'iront jamais mieux tant que le procès ne sera pas acté, validé. À la rigueur, un procès décevant mais qui prend fin, à partir de là, on va pouvoir travailler la problématique psychologique. Mais tant qu'il y a un lien de réalité avec le contexte, c'est l'idée d'avoir un bénéfice aussi inhérent à une situation pathologique qu'on peut voir dans de la douleur chronique, dans tout un tas de choses également, et qui va limiter, entre guillemets, l'engagement du patient vers sa propre guérison. Oui, c'est classique dans la douleur chronique, dans les accidents du travail, tant que ça n'a pas été jugé, jugé, reconnu d'abord. Une réparation symbolique, si ce n'est bassement pragmatique, financière. Bon, eh ben écoute, Jérôme, merci. Merci à toi. Et puis, à l'année prochaine. À très bientôt. Merci beaucoup.